bonjour et bon après-midi à tout le monde. Juste vraiment quelques mots, d'abord pour vous remercier d'être ici aujourd'hui et puis pour partager un peu le sens de cette journée, cet après-midi ensemble. C'est un peu dans l'idée de commencer à travailler et réfléchir ensemble sur les relations possibles entre la chanson, qui est l'objet d'études privilégiées du programme de recherche Les Ondes du Monde, qui participe aussi à l'organisation de cette journée d'aujourd'hui, et la world music, qui est mon intérêt principal de recherche. Donc l'idée, même un peu informelle, on peut dire, d'aujourd'hui, est celle de venir ici et mettre sur la table nos propres intérêts de recherche sur la chanson et voir dans quel sens on peut trouver des points de contact entre la chanson et les musiques du monde. Ce que je souhaite pour la clôture de cette journée est d'avoir tout un moment de réflexion et de partage aussi. Donc, outre les conférences, les présentations que chacun d'entre nous a préparées, j'aimerais bien pouvoir avoir un moment de partage et de dialogue sur ce qu'on peut mettre en commun et comment on peut mettre en commun nos recherches respectives. Je ne voudrais pas prendre plus de temps parce que j'ai hâte de vous entendre et puis aussi de rentrer dans la matière. Donc je donne d'abord la parole à Perle Abruzzati, pour qui ne nous connaît pas. Et elle va... Est-ce qu'on a le titre ici? On l'a sur... tu vas l'évoquer tout à l'heure. Donc c'est un peu Hugo Ferrand qui va s'occuper de gérer nos interventions, aussi de nous donner des temps limites, et plus tard il sera aussi notre discutant, c'est lui qui va un peu animer notre discussion. Donc Perle, je te laisse la parole, et si tu veux un peu annoncer la biennale, un peu dans quelle perspective on a organisé cette journée d'aujourd'hui vis-à-vis de la biennale qui va se tenir ici en septembre prochain. Oui. Okay. Bon, alors avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je veux bien vous dire deux mots donc, du réseau qui va proposer une biennale en septembre d'études sur la chanson. Je vous en donne quelques images à ce moment-là. Voilà, donc notre réseau s'appelle Les Ondes du Monde, et c'est un ensemble de chercheurs donc de nombreuses universités, désormais en France et à l'étranger, qui se fédèrent pour faire des recherches sur cet objet polymorphe qu'est la chanson. Donc un projet qui est né autour de 3 laboratoires, qui est soutenu par la Fédération Crisis d'Aix-Marseille, l'université, qui désormais donc réunit de nombreuses disciplines, donc en tout premier lieu les littéraires, donc lettres modernes françaises mais aussi étrangères, donc, les spécialistes donc, de langue aussi, les musicologues, les sociologues, les historiens, et puis d'autres disciplines telles que l'esthétique, le cinéma, etc. se joignent à nous. On est parti d'un noyau d'une dizaine d'universités, il y en a déjà plusieurs qui ont demandé à nous rejoindre, donc on va arriver à une quinzaine d'universités. On a, vous les avez sous les yeux, je passe très rapidement parce que je ne voudrais pas mordre sur le temps de parole. On a déjà pas mal de réalisations, des journées d'études en premier lieu qui ont tourné pas mal en ce qui me concerne autour de la réécriture et de la chanson, donc les rapports entre chanson et littérature et les parcours que la chanson fait d'un pays à l'autre. De son côté, Joël Julie, qui parlera tout à l'heure, donc organisé un colloque sur l'intime et le collectif en chanson. Donc, on a fait la rencontre de Jean-Marie Jaconneau et on s'est décidé à fonder ce réseau en 2015. Voilà, donc d'autres réalisations qui ont été faites inspirées par ça, qui ont donné lieu à une collection désormais des presses universitaires de Provence,
qui est né en fin d'année dernière et qui a déjà 2 volumes à son actif. Donc ça, ce sont les actes du colloque de Joël July. Et ici, donc, nos travaux sur la réécriture et la chanson dans l'ère romane. Nous avons continué par un travail sur la parodie et on va décliner tout ça encore pendant de nombreuses journées d'études, de format, disons, une dizaine de chercheurs au maximum qui se réunissent. Par contre, voilà, ça c'est ce que nous faisons aussi en dehors de l'université. On a pris des contacts avec le monde artistique. Évidemment, on ne peut pas parler de la chanson sans être en lien avec eux. Et ça porte déjà ses fruits, puisqu'au printemps de cette année, nous avons eu rien moins que 8 manifestations à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université. Donc ça commence à prendre une certaine ampleur. Surtout la manifestation qui aura, voilà, nous avons aussi donc créé un séminaire interlangue de traduction de chansons et c'est de ce type de travail que je vais vous parler tout à l'heure. L'événement qui va vraiment donner un envol finalement au projet, c'est l'événement de septembre. Voilà, la première biennale internationale d'études sur la chanson qui aura lieu les 20, 21, 22 septembre à Aix et à Marseille, qui se prolongera par un deuxième colloque dans le nord de la France, au Louvre-Lens. Donc, passez le mot, ça va être vraiment une semaine sur la chanson étudiée par les universitaires de plusieurs pays. Et je pense que ça sera marquant avec des représentants tels que le MUSEM et tels que le Louvre-Lens, le soutien de l'IMERA, et c'est pour ça qu'on est ici, le partenariat du MUSEM que je vous avais annoncé tout à l'heure, la participation du Conservatoire d'Aix-en-Provence qui nous accueillera une journée, tout ça accompagné de spectacles, donc, en particulier un spectacle au Petit Duc où nous inviterons la chanteuse Bia dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, je vous annonce déjà les prospectives qui s'annoncent, voilà, les perspectives qui s'annoncent, une prospective sur l'avenir. Je ne m'attarde pas et ici commence donc mon temps de parole sur le sujet qui me tient à cœur aujourd'hui. Alors, je vais essayer de partir donc de cette notion de world music, mais d'une façon toute personnelle. La world music, c'est donc la musique du monde en bon français, et on s'est intitulé Les ondes du monde. Il doit y avoir un rapport, c'est ce qu'on s'est dit avec Flavia, et il faut essayer de l'explorer. Alors, ma façon à moi de penser la chanson dans le monde, en tant que professeur de littérature italienne, c'est de le voir à travers le texte qui migre, le texte et la musique, à la fois les transformations du texte et de la musique, en passant d'une culture à l'autre. La chanson m'intéresse en tant que telle, et je fais de l'analyse de chansons quelquefois pour elle-même. Ma pratique, c'est alors une pratique d'analyse textuelle et d'analyse musicale que j'essaie de croiser. Mais un autre aspect plus dynamique, on va dire, de mon travail est un aspect comparatif qui m'amène à vous proposer cet exemple, qui est tout à fait un jalon par rapport à la Biennale de septembre, puisque nous inviterons Bia en tant que non seulement interprète de chansons, compositrice de chansons, mais aussi traductrice de chansons. Alors Bia, c'est cette jeune femme souriante que vous voyez au centre de l'écran, et qui est ici mise en relation avec des chanteurs à la fois français et brésiliens, puisqu'elle est elle-même franco-brésilienne. Alors vous voyez très rapidement sur l'écran, faisons le tour, en haut à gauche Tom Jobim, ensuite suivant un petit peu le parcours d'une montre, on a Chico Buarque, on a ensuite Henri Salvador, à nouveau un Brésilien avec Vinicius de Moraes en chemise rouge, l'inévitable Georges Brassens à gauche et son comparse Maxime Le Forestier en dessous. Si je passe en bas, je trouve Baden-Powell. Mais en revenant en France, j'ai Laurent Voulzy, j'ai Serge Gainsbourg, et si je passe à droite sous Vinicius de Moraes, je trouve Alain Souchon, je trouve Marcio Faraco, et je trouve Djavan, qui est ces deux derniers étant d'une génération brésilienne plus proche de nous. Donc tous ces personnages entourent Bia parce que le disque auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est un disque où justement elle regroupe tous ces noms à travers une traduction soit du brésilien vers le français, soit du français vers le brésilien. Voici une rapide discographie de Bia. Vous voyez que elle a produit assez régulièrement, à peu près tous les 3 ans.
en moyenne des disques qui sont très personnels souvent, mais en guise de charnière presque dans cette production. L'album qui va m'intéresser, Cœur vagabond, qui porte bien son nom, est spécifique. Voilà la couverture, enfin la jaquette de l'album. On y trouve, je vous donne ici donc la liste des chansons, la traduction donc de grands succès. Peut-être ne connaissez-vous pas ou croyez-vous ne pas connaître, parce que si vous les écoutiez, vous les reconnaîtriez peut-être. Corazón Vagabundo, donc qui donne son nom à l'album, qui est donc traduit en français, mais dans l'autre sens, vous voyez Du Woolsey, Belle-Île-en-Mer traduit en brésilien, Souchon, etc. Vous voyez entre parenthèses les titres originaux des chansons, en rouge donc les titres brésiliens, enfin les créateurs brésiliens, en bleu les créateurs français. Vous voyez qu'il y a un équilibre numérique assez rigoureux entre les deux langues, puisque Bia est une des rares traductrices de chansons à pratiquer les deux sens de la traduction. Donc, je signale que l'album se termine, et si j'ai le temps, je vous ferai écouter un petit morceau, par une chanson qui est d'elle, une chanson qui est un petit peu pleine d'autodérision, qui réduit un petit peu le sérieux de l'opération à un jeu, et on verra un petit peu ça. Alors, l'esprit du disque, c'est conformément à ce qu'elle produit elle-même, un esprit bossa nova, typiquement brésilien, et ce lien ne semble pas tout à fait indu, enfin, il tombe un peu sous le sens avec Gainsbourg ou avec Salvador, qui ont beaucoup pratiqué les rythmes sud-américains eux-mêmes. Je pense au Gainsbourg des années 50-60, bien sûr, pas du plus récent. Par contre, du Henri Salvador, le plus récent, qui avec son album Jardin d'hiver avait réservé la surprise de son activité un peu plus bossa nova jazzy à ses auditeurs. Alors ce lien, par contre, il n'est pas du tout évident pour ce qui est de Souchon, de Woolsey ou de Forestier, où on chercherait vainement de la bossa nova dans leurs œuvres musicales. Il y a donc dans ce propos un défi qui est tout autant musical que textuel. Et le parti pris musical qui est donné à l'album, c'est de donner une couleur brésilienne à l'ensemble de l'album, même ce qui n'était pas partie de quelque chose qui contenait de la bossa nova en quelque sorte. Alors les classiques brésiliens qui sont bossa nova restent brésiliens dans l'âme, même quand ils sont chantés en français, qui trouvaient un texte français. Les chanteurs français, par contre, en quelque sorte, deviennent brésiliens dans les arrangements musicaux. C'est sur la musique qu'on va transformer finalement l'esprit de la chanson, en ayant en revanche une assez grande fidélité en général à la lettre ou au sens général de la chanson, sauf quelques exceptions, et donc moi je vais essayer de vous proposer une réflexion sur les différents cas. On a peut-être un exemple qui se détache un peu des autres, c'est une des dernières chansons qui est de Brassens, une version de La mauvaise réputation qui a été traduite dans de nombreuses langues, et qui ici n'arrive pas vraiment à devenir une bossa nova, c'est pas le but, mais en revanche on voit que le contrepoint de guitare qui est en second plan revient à une esthétique brésilienne, et c'est assez intéressant. Je pense que j'aurai pas trop le temps de vous le faire entendre, mais je vous incite à le découvrir par vous-même. Sur le plan textuel, le défi est résolu de plusieurs façons. On a d'abord des adaptations qui sont fidèles au sens et souvent même à la lettre. Alors vous savez qu'une traduction de chanson est par définition infidèle, pour des raisons de prosodie et de rime, on ne peut pas traduire à l'identique. Donc c'est toujours un peu une recréation qu'une traduction de chanson. C'est une adaptation, le mot n'est pas né pour rien, c'est qu'une traduction pure et simple est à peu près impossible. En revanche, le sens général, dans ce cas, est conservé. La structure et la prosodie, surtout, servent de marque identitaire à la chanson. Et les traductions procèdent par synonymie, par contiguïté sémantique, quelquefois aussi par contiguïté phonétique. On voit que l'aspect sonore compte autant que l'aspect sémantique. Alors, deux exemples vous avez vu que c'est un album assez fourni, parmi la quinzaine de titres, il y en aurait beaucoup. Je me proposais de vous donner à voir l'analyse de deux morceaux. Je pense que je n'aurai le temps de vous en proposer qu'un, qui serait Portrait en noir et blanc. On aurait le même genre de choses pour la chanson de Brassens. On a un deuxième cas où les adaptations sont adaptées non pas simplement linguistiquement, mais subissent des transformations pour que le texte puisse
parvenir à l'auditoire visé. Donc il y a une adaptation au récepteur cette fois. Et donc il va y avoir des éléments de contextualisation qui vont changer et qui ne seront pas à proprement parler des trahisons, mais au contraire, pour que le sens général de la chanson soit perçu, il va falloir procéder à des transformations. Donc on a ici le cas en particulier dans l'adaptation de Souchon, Foule sentimentale. Mais ce serait aussi le cas pour une chanson de Maxime Le Forestier qui est Bille de verre et qui devient ici Estrela do Mar. Et pas la peine d'avoir fait beaucoup de portugais pour voir que Estrela do Mar ne traduit pas l'expression Bille de verre. Dernier cas, on a des réécritures de fond en comble. On a des chansons qui sont des appropriations de la part de la chanteuse, qui crée quelque chose qui n'est pas sans rapport avec le texte d'origine, mais qui en revanche comprend de nombreuses innovations. Je prendrai le cas de Souchon pour l'illustrer. Je pourrais prendre le cas, si j'avais un peu plus de temps, de Jardim, qui est inspiré de Jardin d'hiver de Henri Salvador. Alors je vous propose de tout de suite commencer par une écoute, celle de Portrait en noir et blanc, qui serait le cas le plus fidèle. Alors vous verrez que malgré le fait que je le trouve très fidèle, on a beaucoup de transformations textuelles. Alors je vous invite à vérifier que la réécriture poétique ne modifie pas le sens, mais qu'elle essaie de le sublimer, au contraire, en trouvant en français quelque chose d'assez fort pour rendre sensible l'auditoire au sens de la chanson. Je trouve qu'il y a un écart intéressant, je vous invite à y être attentif, c'est le moment où le mot pierre, qui pourrait tout à fait être présent dans le texte de la chanson, est transformé en piège. Vous allez très bien comprendre pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que cet écart, vous voyez une parenté sonore entre le mot pierre et le mot piège, donc elle privilégie le sens métaphorique sur le sens physique, on va dire. Et à partir de cet écart, qui est une sorte de invention, on a l'impression que l'ensemble de la chanson, qui jusque-là était plutôt fidèle, se permet un petit peu plus de liberté. Alors c'est le genre de phénomène auquel je suis très attentive, c'est-à-dire un premier écart qui engendre un engouffrement, en quelque sorte, de la créativité du traducteur, qui finit par devenir plus parolier que traducteur, ou autant parolier que traducteur. Alors comment je vous propose de procéder ? Eh bien, vous avez ici sur l'écran le texte à gauche en portugais, donc en brésilien, le texte d'origine. Vous avez à droite une traduction littérale, elle n'est pas de moi, donc ce n'est pas ce que vous allez entendre. Et le texte que vous allez entendre, vous n'avez pas besoin de le voir, parce que vous allez entendre justement. Donc, je vous propose d'écouter cette chanson intégralement et d'être attentif à ce qui change ou à ce qui est même, à vous de juger.
je vais interrompre ici l'écoute. Donc, il est clair qu'en tant que professeur de traduction, si j'avais une version de ce type, je la sanctionnerais. Donc, on n'a pas une traduction littérale très fidèle. Et pourtant, on n'a pas l'impression que cette chanson réécrite trahissent l'original. On a le même sentiment de dépression causé par un désespoir amoureux. Évidemment, ma façon de travailler en général, c'est d'approfondir très finement ce genre de transformation. Ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, je veux simplement vous donner à voir les phénomènes qui intéressent mon travail et pas forcément vous donner un travail abouti sur un seul texte. Ça me permet au contraire de passer à d'autres cas. J'aurais pu, dans un style musical un peu différent, vous donner à écouter cette chanson de Brassens, où on aurait vérifié quelques éléments de permanence ou de transformation. Je ne vais pas vous donner l'écoute parce que je pensais avoir 3/4 d'heure et je n'aurai que peu de temps. Je vais donc simplement vous donner simplement visuellement. Vous voyez, j'ai mis en bleu ce qui correspond au refrain de La mauvaise réputation. Je pense que tout le monde connaît cette chanson. On a donc les mêmes structures qui reposent sur ce refrain répété dans les 4 strophes. On a bien les 4 éléments les aveugles, les sourds, les muets, les sourds, les cul-de-jatte, etc. Donc qui structurent, on les reconnaît en bleu aussi. En revanche, on a quelques éléments de transformation. Par exemple, le 14 juillet n'est pas maintenu parce que ça ne parlerait pas un Brésilien, ça devient l'enterrement d'un président de la République. Donc le fait que le canteur dise « je n'irai pas à la fête du 14 juillet par esprit d'anarchie » devient « je n'irai pas à l'enterrement du président ». Ou bien dans la deuxième colonne, vous voyez en rouge, c'est féminisé. Donc la personne qui chante dit oui, j'ai une mauvaise réputation. Et comme c'est une femme qui chante, on la traite de fille de sa mère, filho da mãe. Mais si on regarde comment est foutue la chanson, on s'aperçoit que ça rime avec escuta, dont la rime en portugais, je pense, vous la reconstruisez vous-même. Donc cette fille de sa mère, c'est évidemment una filha de puta. C'est donc une façon de transposer à la réalité de celle qui chante des éléments qui donnent une certaine direction à la chanson. J'estime que c'est une forme de fidélité, malgré le fait que ces marqueurs changent. En revanche, on a un cas un peu différent dans une chanson comme Tan Sentimental, qui reprend la célèbre foule sentimentale de Souchon, où Souchon fait un petit peu le procès à nos sociétés de consommation, qui nous proposent des objets à avoir plutôt que des choses à être. Vous connaissez certainement ce morceau. Je vous fais donc écouter ce que ça donne en brésilien. Vous remarquerez qu'il y a une très grande similitude à la fois prosodique et même lexicale dans tout le début de la chanson. Peut-être une plus grande ambiguïté sur la cible de la satire. Je pense que la foule est peut-être autant critiquée que défendue dans la version brésilienne, ce qui donne peut-être une veine un petit peu plus engagée par rapport à l'aspect blasé de Souchon. Mais surtout, on va s'apercevoir qu'au moment où Souchon va invoquer des réalités commerciales européennes, comme Claudia Schiffer, Aide-moi Joël, Paul Sulitzer, voilà, des choses qui sont vraiment bien de chez nous, on va avoir tout ça transposé à des mythes contemporains du Brésil. Je n'ai pas recouru à une traduction, mais je vous ai donné des indicateurs sur l'écran qui vous donneront des clés. Et je vais aussi vous demander de vérifier le traitement du rythme, au balancement très binaire et obsédant et de Souchon, qui donne un effet blasé. Se superpose ici une rythmique qui joue sur les contretemps, qui est très intéressante, qui ne relève pas de la bossa classique comme le premier morceau que je vous ai fait entendre, Portrait en noir et blanc, qui était une reprise de Jobim, qui avait été beaucoup chantée par João Gilberto. Ici, on a une version brésilienne d'une génération plus proche de nous, toujours d'esprit bossa, mais un petit peu différente. Alors, écoutons-la. Je vous donne le texte, même chose, vous avez différentes versions.
Saraco qui nous donne la critique. Le carnaval, comme nous, évidemment, ça va devenir intéressant. Je peux m'en tenir là puisque la fin est une reprise. Donc vous avez vu que c'est le footballeur Pelé et les telenovelas brésiliennes qui viennent prendre le relais de Paulo Sulitzer. C'est une façon de changer pour dire la même chose. Sans changer, on ne comprendrait rien au Brésil, alors que là, le sens devient apparent. Alors ce fonctionnement est fait au détriment d'une strophe en français qui est complètement évacuée, par contre, qui ne permettrait pas d'insister sur cet aspect local, on va dire, ou en tout cas, donc changer pour finalement arriver à dire la même chose. Ce serait la même chose qu'on vérifierait dans Billes de verre. Je ne vous la fais pas écouter et je crois que je ne vais pas vous donner le texte, mais il est clair que, alors dans cette chanson, il s'agit d'un imaginaire enfantin qui pense que son père va lui rapporter des choses merveilleuses de ses absences, et il lui rapporte en particulier une bille de verre et un verre à soie. Alors j'insiste. Le verre, c'est le contraire du rêve aussi, donc ça fonctionne très bien en français. Alors c'est changé pour Una estrella do mar, que vous l'auriez deviné, c'est une étoile de mer. On a tropicalisé finalement les objets dans cette chanson, et c'est plus du tout les mêmes, mais du coup ça va parler davantage à cet auditoire-là. Alors, par exemple, je vais prendre maintenant des exemples de changements plus radicaux. Je vous propose du coup d'écouter Ilha do Mel, qui est la reprise en brésilien de Belle-Île en mer de Laurent Voulzy. Alors, peut-être que c'est le phénomène de l'île qui interpelle. Ilha do Mel, c'est un endroit qui existe vraiment au Brésil et qui a un lien à la biographie de Bia, mais ce n'est pas le problème ici. Ce qui est intéressant, c'est que ça reproduit, du point de vue phonétique, quelque chose d'assez proche du mer de Belle-Île en mer. On a le mot île et on a un mot mel qui ressemble un petit peu à Belle-Île en mer. Donc voilà où on a des ancrages. Par contre, si vous venez de cette chanson, il est question de lieux, d'îles diverses dans la planète. Pas du tout un souvenir d'enfance pur et simple de la part de Voulzy. À partir de ces lieux, il construit en fait une chanson sur la double appartenance. Il est à la fois antillais et breton, et donc voilà le sens de la chanson si on l'écoute attentivement. Alors ici, on va perdre tous les référents géographiques, on ne va pas les retrouver. Ceux qu'on retrouvera seront tout à fait différents de ceux que... Il y en a moins déjà, beaucoup moins, et ceux qui y sont ne sont pas les mêmes que ceux que proposait Voulzy. On a par contre une fidélité prosodique très effective, très présente, déjà qui était présente dans le titre, comme je l'ai dit. La fidélité est aussi thématique parce que Voulzy parle bien de double appartenance et c'est bien aussi ce dont parle Bia. Mais par contre, elle fait une chanson sur elle, sur sa propre double appartenance. Cette fois, il s'agira d'une appartenance voulue par Bia, qui un jour est partie vivre sur un bateau dans la région d'ailleurs, a quitté le Brésil pour venir vivre en France, entre Marseille et Cassis. Alors, c'est pas le même type de départ, d'exil. C'est un exil souhaité ici, mais en même temps qui n'est pas exempt de saudade et de nostalgie pour le lieu d'origine. Et donc, on va avoir une veine en commun, très en commun. Mais l'exotisme n'est plus du tout l'enjeu de la chanson, comme on pouvait éventuellement le percevoir chez Voulzy.
les lieux ont une autre fonction. Et d'ailleurs, quand ils ne sont pas nommés, ils sont remplacés par des verbes qui sont marqueurs d'errance. Donc on va retrouver la thématique à travers d'autres procédés linguistiques que les toponymes. Et la fin va resémantiser par contre totalement la chanson. On n'est donc plus seulement dans des différences faites pour dire la même chose, mais dans des différences assumées pour dire un discours propre ici. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, c'est bien celle-ci. Et, ah non, mais si je mets les paroles sans mettre la musique, ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà, on peut s'arrêter. Voilà, je pense qu'on peut arrêter. Vous avez compris ce que j'entends mettre en avant. Une analyse fine des deux textes montrerait par quel procédé on passe à une expérience personnelle à partir de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous voyez sur l'écran encore, là, on a une sorte d'exotisme à l'envers. Hein, la dernière strophe, en fait, fait état de lieux qui sont européens, Lisbonne, hein, etc., alors que c'était le contraire chez... Voilà, je pense que j'ai encore quelques minutes, a priori, si on ne me compte pas la présentation des ondes du monde, hein, pour juste vous donner un autre exemple, à travers Henri Salvador, hein, cette célèbre chanson Jardin d'hiver, hein, qui est devenue un lieu merveilleux où on réunissait tout ce qui nous rend heureux, hein, devient jardim en portugais. Donc le jardin n'est plus d'hiver. Pour d'évidentes raisons, hein, c'est que l'hiver, ça n'a pas trop la même résonance quand on est au Brésil. Donc, on a ici un imaginaire brésilien qui est extérieur, hein, et on n'a plus donc ce lieu clos et intime, hein, qui dominait la chanson de Henri Salvador. On a au contraire quelque chose d'ouvert qui est beaucoup plus proche de la chanson Dans mon île, si vous vous souvenez de cette chanson d'Henri Salvador plus ancienne, qui a été d'ailleurs un très très grand succès au Brésil. Dans mon île, c'est une bossa du Salvador des années, je pense, 60-70. Alors néanmoins, c'est le même principe d'écriture qui est à l'œuvre. Hein. Il s'agit de réunir en un seul lieu tout ce qui rend heureux. Mais alors, on va voir surgir des référents qui sont propres au Brésil. Qu'est-ce qui rend heureux Bia au Brésil, ou l'auditeur de Bia au Brésil? C'est pas les porcelaines anglaises, hein, qu'il y a dans le jardin d'hiver de Salvador. Hein. Ce sont d'autres choses. Il y a des mangues, du jasmin, des bracelets brésiliens, des cascades, des choses qu'on ne trouverait pas du tout dans la chanson d'origine. Et le moment le plus évident du référent propre au Brésil,
Brésil, c'est le moment où on a la musique de Jobim, qui est ce qui rend heureux, Jobim étant le plus célèbre, un des compositeurs de bossa nova. J'ai perdu ma page, mais je vais la retrouver. Donc, vous voyez que la fidélité stricte n'est plus l'enjeu, mais du coup, il s'agit quand même de garder un lien fort avec la chanson d'origine. Donc, on va garder très constamment toute la chanson, le deuxième principe d'écriture qui est dans cette chanson, c'est-à-dire une seule même rime dans toute la chanson. En français, c'était Jardin d'hiver, la rime était en R. Et en brésilien, excusez-moi, ma langue propre italien surgit là où on ne l'attend pas, mais ça doit avoir du sens, mais je ne vais pas analyser ici. Donc on a cette rime en im qui, comme par hasard, permet justement que le climax de la chanson, ce soit la référence à Jobim. Donc le texte, en fait, a une relation étroite avec l'idée de musique que Jobim représente. Elle est très courte, alors je pense qu'on peut se permettre de l'entendre encore avant de conclure. Donc vous verrez quand même qu'on a un travail musical. On avait pour le coup ici déjà une bossa nova en français. Si vous réécoutez la chanson d'Henri Salvador, vous retrouverez des accents déjà de ce type. Mais ici, elle est un peu complexifiée. Il y a quand même, malgré le fait qu'il y avait une bossa en français, c'était une bossa très européenne en quelque sorte, il fallait mettre une marque brésilienne à cette bossa. Elle est ici un petit peu plus travaillée. Je vais mettre fin à l'écoute, mais c'est pour permettre à Bia de conclure ma communication qui, je le sens bien, est très superficielle par rapport au type de travail auquel j'aspire, qui au contraire est un travail en profondeur sur le texte. Mais je pense que je vous aurais sensibilisé à la difficulté, à la complexité que représente la traduction de chansons, qui est de fait une non-traduction, mais une appropriation qui passe par des prismes à la fois textuels et musicaux, qui sont extrêmement intéressants à la fois par rapport à la psychologie de celui qui veut traduire une chanson. Pourquoi veut-on traduire une chanson? Elle est déjà belle dans sa langue, et parce qu'on voudrait la voir écrite, parce que quelque part on a envie de la traverser en y mettant sa griffe. Donc il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects évidemment linguistiques, j'y reviens pas, des aspects musicaux merveilleux, et il y a des aspects qui sont propres à le mécanisme de la création, c'est-à-dire que l'écart par rapport à la source est de fait créatif. Or, ça aboutit, donc, vous l'avez compris, à plusieurs degrés de fidélité, soit la volonté de dire la même chose, même au prix d'aller chercher des moyens qui sont externes à la chanson d'origine,
dire quelque chose mais un peu infléchi, ou dire autre chose, ce qu'on a envie de dire soi dans cette musique-là qui nous parle, hein, donc ce sont différents degrés. Alors il y a une conscience de la part de Bia, et je pense que comme elle viendra à la Biennale, elle pourra en parler elle-même, réagir en tout cas à nos propositions. Elle tourne en dérision cette opération qui est un peu vouée à l'échec, c'est-à-dire on voudrait rendre hommage à la chanson d'origine, et puis ça passe par des entorses en fait, et donc elle termine par une chanson plutôt comique de son cru, alors que d'habitude elle fait des chansons plutôt sensibles. Ici elle nous fait parler, elle fait parler la difficulté de communiquer quand on a des langues différentes. Donc une chanson clôt l'album qui s'appelle Bilingue. Et je dis, c'est la seule chanson de Bia dans l'album, mais en mettant un point d'interrogation, parce qu'en fait, vous aurez compris, si vous avez un peu adhéré à mon propos, que toutes les chansons, finalement, qu'elle a traduites deviennent ces chansons. Donc, sont d'autres chansons, qui sont les mêmes et autres. Donc, ici, il y a toute une subtilité qui court, mais elle la tourne en dérision dans cette dernière chanson, parce que pour la comprendre, cette subtilité, il faudrait être soi-même bilingue. Donc, la question qui est posée, c'est aussi: y a-t-il un public pour pareil disque? Est-ce qu'on fait passer des chansons à un autre public, ou est-ce qu'on travaille pour des gens qui sont bilingues comme nous? Parce que finalement, on apprécie vraiment le travail quand on est capable de comprendre l'une et l'autre. Donc, alors ici, ça passe par la métaphore amoureuse, évidemment. Il s'agit de quelque chose qui évoque un baiser, voire plus, à la fin, ce qui veut bien dire que la traduction de chanson relève d'une sorte d'étreinte. Je vous laisse apprécier ce tout petit morceau et ce sera ma conclusion un peu amusée. Voilà, je termine ici ce baiser en ne renonçant pas pour autant à utiliser les langues d'une autre façon dans nos travaux futurs. Merci beaucoup pour votre attention. On va enchaîner directement avec une intervention de Joëlle Julie, qui est
Tu peux le laisser, parce que je suis maître de conférence. Je crois qu'il allait son propre ordi. C'était pas on s'était pas concerté. Ouais. Et qui va nous présenter un papier sur, qui s'intitule « Ce sera l'Italie comme dans les chansons de Barbara ». À moins que le titre n'ait changé. Non, c'est pas qu'il a changé, c'est que vous l'avez peut-être mal compris. C'est qu'il n'est qu'une citation en fait pour illustrer un propos qui va être un peu moins baiser intercommunautaire que celui que vient de nous proposer Perle. Moi, mon point de vue va être finalement sensiblement autre. Certes, pour la musique, il y a eu du mélange interculturel assez tôt. Charles Trenet introduit le jazz en France, Nougaro le reprend, Boris Vian parodie le rock à la fin des années 50, et le rock va avoir une grande influence sur la chanson française, ne serait-ce que par les covers dans le courant des années 60. Mais ce que je voulais montrer, c'était que textuellement, il va y avoir des difficultés quand même à faire entrer les autres mondes culturels à l'intérieur d'une tradition hexagonale, mais en tous les cas à l'intérieur d'une tradition nationale. Donc ça va être un point de vue différent qui est de montrer avec quelle utilisation des clichés, et c'est ce que montre le vers de Barbara dans Gare de Lyon. Ce sera l'Italie comme dans les chansons, avec un vers métadiscursif dont nous parlerons, à quel point c'est par le cliché que l'extérieur est approprié, enfin est intégré dans une culture au départ entièrement dévouée à sa propre satisfaction personnelle et à son propre éloge. Alors, je vais essayer de me connecter d'abord sur la messagerie, puisque j'avais par... Monsieur. Oui, non, ça va. J'ai la barre pour aller sur ma propre messagerie, en fait, pour aller sur YouTube. En fait, c'est ça. Une fenêtre Google. Google. Et je vais pouvoir accéder à YouTube. Vous avez des identifiants? Oui. J'ai déjà connecté. Ouais, c'est bon. D'accord, j'avais... Merci. Ça va. Je vais avoir un peu de mal à retrouver le site. Pas mieux. Alors il faut que j'aille sur ma clé. Hein? CTRL-clic. Fais clic droit directement dessus. Ou clic droit. Ouvrir le lien hypertexte. Voilà, c'était pour rendre hommage à une collègue qui m'avait envoyé ça à partir du moment où elle avait vu que j'allais communiquer sur cette idée-là de voir comment l'Italie se manifestait dans des stéréotypes de la chanson française. Et comme j'abordais Brassens, elle m'a signalé son ouvrage et elle disait exactement la même chose que moi, et ça me semblait intéressant de la faire intervenir si le document arrive.
Alors, on aimerait voir donc la chanson comme un art, ou du moins comme un genre à l'écoute des peuples, ouvert sur les autres et ouvert sur le monde, plus enclin à valoriser l'étranger qu'à l'exclure. Or, la chanson, quand elle reprend pied progressivement en France du XVIIe au XIXe siècle, est facilement une chanson dénonciatrice, une chanson critique, une chanson sectaire, donc communautaire. La littérature, elle, va mettre bien du temps avec le relativisme culturel au XVIIIe siècle, puis ensuite avec l'apport romantique de l'exotisme, de cette mode de l'exotisme au début du XIXe en littérature et en peinture, va avoir bien du mal à accepter l'autre, mais la chanson, elle, n'aura pas plus de facilité à l'intégrer et à l'accepter. Tout le démarrage de la chanson, tant qu'elle n'est pas une chanson enregistrée, la chanson a donc, tant qu'elle a une faible extension, est censurée par le pouvoir, elle est souvent censurée par le pouvoir, et même si les livrets sont colportés dans les provinces et dans les campagnes, ou si elle peut être chantée dans les rues et devenir voix des villes, même si elle est conviviale par nature, il faudra attendre sa diffusion de masse par l'enregistrement, à la fin du XIXe siècle, après Crowe et Edison, pour que l'autre et l'ailleurs puissent devenir un sujet, et pour que ce sujet puisse d'abord devenir un souci. Chanson franchouillarde et chauvine au départ, fière de ses colonies et n'incluant une Joséphine Baker que parce qu'elle pratique elle-même l'autodérision avec son strabisme et sa ceinture de banane, et parce qu'elle bénéficie du prestige musical des rythmes américains qu'elle apporte, à l'heure du music-hall, on n'évoque que les beautés de la ville lumière, on se console lors de ces heures les plus sombres de penser qu'elle renaîtra de ses cendres. Paris sera toujours Paris, par exemple, de Maurice Chevalier en 1942, pendant l'occupation. Toute la chanson donc est dévouée à un éloge hexagonal et à un éloge de la ville lumière qu'est Paris. Ça n'est qu'avec l'arrivée, pour aller vite, ça n'est qu'avec l'arrivée, et on pourra en discuter évidemment, ça n'est qu'avec l'arrivée des ACI de la rive gauche, dans les années 50, que la chanson va évoquer, et ce sera une espèce de moindre valorisation romantique des terres limitrophes, l'Espagne et l'Italie, qui, par l'insertion de stéréotypes, viendront manifester un goût possible pour des aires géographiques éloignées de la France, ou un peu plus éloignées de la France. Une chanson semi-populaire ou semi-littéraire à l'intérieur des années 60, pendant la période des années 60, remettra en question le modèle français et introduira un modèle humaniste et esthétique pour les territoires. Revenons à Brassens d'abord, avec ce document que nous propose Isabelle Félicie, pour montrer à quel point Brassens, d'origine italienne, va très peu utiliser le motif italien à l'intérieur de ses chansons. Finalement, à l'intérieur des 14 albums de Brassens, il n'y a quasiment aucune chanson qui évoque l'Italie. Il faut la trouver dans un hors-album, dans une chanson qui s'appelle « Entre Espagne et l'Italie », où le canteur a un cœur d'artichaut et Cupidon pique dans son cœur deux flèches, l'une au nom de Carmen et l'autre au nom de Francesca, où on retrouvera l'Italie à l'intérieur de l'œuvre de Brassens, dans une reprise d'un poème d'Alfred de Musset, « À mon frère revenant d'Italie », mais ça n'est donc pas Brassens le parolier, il met simplement en musique « Ainsi mon cher tu t'en reviens, du pays dont je me souviens, comme d'un rêve, de ces beaux lieux où l'oranger naquit pour nous dédommager du péché d'Ève ». Je devrais avoir du son. Qui retrace le parcours de personnes d'origine italienne. Il s'agit vraiment d'une histoire d'anonyme, de personnes qui, sans ce petit travail de recueil, ne seraient jamais devenues, non pas célèbres, mais en tout cas n'auraient jamais pensé à témoigner. Et pour moi, j'ai rencontré Lina. Et qui ont eu envie de partager, disons, leur affection avec ces origines, qui veulent contribuer à reconstruire la mémoire de l'immigration italienne, qui souvent est oubliée, comme dans le cas de Brassens, qui d'ailleurs savait très peu de choses sur sa famille, et tout ce qu'il savait était faux, comme l'indique le premier article de ce texte. Nous avons décidé de mettre en avant un dessin qui est le travail de Baru, un illustrateur de bande dessinée. Ce dessin qu'il nous a offert s'intitule « Sur un air de famille ».
ce qui rassemble un petit peu tous ces parcours, c'est que souvent l'expérience migratoire est une histoire de famille, hein, et qu'on ne voyage pas seul et que ça a forcément des conséquences, y compris donc pour les enfants d'Italiens qui ne sont pas venus eux-mêmes, mais qui continuent à partager ce bagage migratoire en quelque sorte. Il m'a semblé que le parcours de la famille était représentatif de tout ce qu'on faisait pour à la fois s'intégrer, mais aussi donc tout ce qu'on fait pour l'extérieur et tout ce qu'on fait à l'intérieur de la famille, plus ou moins consciemment, pour garder des racines. Il me semble que le but de ce type de volume se trouve là aussi, raconter, regrouper les morceaux d'une même mosaïque qui, les uns imbriqués dans les autres, ensemble prennent sens. Il y a aussi plusieurs textes de ce recueil qui sont le résultat de travaux d'étudiants. Ces étudiants ont été missionnés, en quelque sorte, au sein d'un travail du cours de civilisation italienne pour, à leur tour, interroger un témoin et le faire parler de son parcours. C'est pas le premier ouvrage que, disons, qui paraît avec ce même principe de faire travailler les étudiants. Et donc à chaque fois, les étudiants sont c'est la fin du document, sollicités et sont très heureux de partager le résultat de leur travail, qui n'a pas pour seul but d'avoir une note, mais justement de partager le parcours d'une personne qui n'avait pas, disons, les moyens de partager lui-même son travail. C'est-à-dire que l'étudiant, en quelque sorte, devient la plume et le véhicule de cette transmission. Il a appris à parler français en autodidacte, mais aussi grâce à un vieil homme du village qui le lui enseignait. Mais il y a aussi, à l'intérieur, des témoignages de personnes dont le métier est d'écrire, par exemple des collègues enseignants, par exemple des collègues enseignants d'italien, mais aussi de notre université, d'autres universités, des collègues enseignants d'espagnol qui, malgré leur nom qui pourrait sonner espagnol, eh bien non, sont d'origine italienne. Donc c'est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout l'occasion de rencontres et de partage. Maintenant, je me sens chez moi ici. Mon fils, il est en Erasmus à Rome, comme s'il était un étranger en Italie. C'est quand même extraordinaire. Je suis originaire d'une famille côté italien qui refusait de parler l'italien, qui refusait de parler de l'Italie. Et du côté de ma mère, j'ai une mère qui adorait l'Italie. Le travail sur Georges Brassens repose sur toutes ses interviews et sur les témoignages que son entourage ont pu transmettre, tout ce qu'il a pu dire à propos de son origine italienne, et y compris de la musique. En fait, le texte est organisé en 3 parties. Une partie sur son lien avec l'Italie de par sa famille, qui a tout un travail d'enquête sur la musique qui a pu influencer Georges Brassens. Est-ce que les chansons italiennes ont ou pas influencé sa musique? Et puis également une recherche sur le vocabulaire italien qu'il a pu utiliser. Il reste le plus grand chansonnier et auteur-compositeur français qui a simplement, par des petits détails, régulièrement transmis son affection à l'origine italienne de sa mère. Il était, comme son grand-père, l'autre grand-père qui était de Castelnaudary, très attaché à la langue française, mais ce n'était pas un porteur de cocarde. Donc pour lui, il n'y avait pas de drapeau particulier à mettre en avant. Il avait cet amour pour la langue française qu'il a, avec beaucoup de travail, qu'il a développé et qui nous a fait partager dans ses poésies. Malgré la barrière de la langue, il est quand même aussi très apprécié, par exemple en Italie, pour les personnes qui font l'effort non seulement d'apprendre le français, mais aussi de se mettre à son niveau de français qui est particulièrement difficile. Brassens, qui est mort malheureusement assez jeune en 1981, avant cette grande mode de la ritalité. C'était juste le moment, les années 80, où le mot rital a cessé de devenir une insulte. Et c'est juste après que, disons que c'était devenu de bon ton de se dire oui, je suis un rital. Donc, voilà, c'est juste après que enfin Claude Barzotti en 1985 arrivera pour nous chanter le Rital, et où définitivement en fait l'Italie et l'Espagne pourront entrer dans une espèce de mélange intercommunautaire avec la France. Ce qu'a dit Isabelle Félicie finalement, sans que ce soit son propos justement d'illustrer mon point de vue, c'est de dire qu'il n'y a que des petits détails dans l'œuvre de Brassens, c'est-à-dire donc visiblement il y a très peu de traces, malgré les fouilles expertes de la spécialiste de l'investigation italienne dans l'œuvre de Brassens. Il y a très peu de détails musicaux,
lexicaux et thématiques à l'intérieur de l'œuvre de Brassens. On les a recensés, donc très peu de chansons. Ce que Brassens va apporter, et ce que finalement la génération des ACI des années 50, Brel avec les quelques rares éloges qu'il va faire des cités du Nord ou des villes du Nord, le plat pays ou Amsterdam, et Brassens avec quelques incartades dans le bassin méditerranéen, finalement ce qu'ils vont apporter, c'est l'élimination du chauvinisme et l'élimination de la cocardise. C'est bien ce que montre Isabelle Félicie, hein, la cocarde s'estompe avec les ACI. Brassens se fait connaître avec une chanson comme l'Auvergnat, et Brassens développe dans une chanson telle que les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les porteurs de cocarde et les gens trop attachés à leur clocher. Mais finalement, il faudra attendre la génération suivante, c'est-à-dire donc la chanson pseudo-littéraire ou mi-littéraire, mi-populaire des années 60, pour voir arriver des véritables stéréotypes italianisants ou hispanisants qui vont collectiviser l'impression que l'étranger n'est plus l'ennemi dans une France des années 60. Au bénéfice des 30 Glorieuses, de l'enrichissement des familles et de l'acquisition dans tous les foyers d'une voiture, la société française s'expatrie et fait du tourisme. C'est ce que montre un livre de littérature populaire comme le roman de René Fallet, Paris au mois d'août, qui est publié en 1964. Qu'est-ce que raconte Paris au mois d'août? C'est très symptomatique. L'intrigue elle-même. Un héros qui s'appelle Henri Plantin. Peut-on imaginer plus franchouillard que Henri Plantin, qui travaille à la Saint-Maritaine, pendant que sa femme, au mois d'août, et ses enfants vont dans une station balnéaire, lui il ne peut pas, il est obligé de rester travailler, et il va rencontrer, pour une liaison extra-conjugale, une jeune Anglaise qui s'appelle Patricia. Et il va vivre un mois d'août à Paris, évidemment très riche sur le plan sentimental et sexuel, par un mélange intercommunautaire avec une Anglaise. Le héros ressemble à Charles Aznavour, et dans un film en 1966, ce sera Charles Aznavour qui interprétera le rôle, et Charles Aznavour, à ce moment-là, fabrique une chanson comme générique du film. C'est très symptomatique. Que dit la chanson? Elle rappelle l'intrigue amoureuse. Balayé par septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau m'y attendre, mon cœur vide de tout, ressemble à s'y méprendre à Paris au mois d'août. La chanson, elle est sentimentale parce qu'au bout de ce mois d'aventure extra-conjugale, la jeune Pat retourne en Angleterre et le Plantin reste planté en France avec sa bourgeoise revenue de vacances balnéaires. Donc, évidemment, l'idylle a un terme, mais pendant ce mois d'août, on a, au bénéfice du départ des Parisiens hors de la ville lumière, on a eu une relation extra-conjugale et un air de liberté dans une vie de quarantenaire désappointé. Cette vision-là, en fait, de la société parisienne ou de la société française qui s'ouvre au monde et s'ouvre à la liberté par le biais des vacances et par le biais du tourisme, elle va être manifeste dans des stéréotypes. Mais qu'est-ce qu'un stéréotype si ce n'est au départ qu'une idée neuve qui va s'user? On y reviendra après, mais on écoute d'abord une chanson de Barbara, puisque c'est l'objet de mon étude, qui est elle-même sortie en 1964. Vous savez, Barbara a chanté, tiens, comme un hasard, Brassens et Brel en 1961 et 1962 dans des albums de reprise, et puis face au succès en 1963 de Nantes, elle enregistre enfin un album personnel, Barbara chante Barbara, le célèbre album à la rose en 1964, qui contiendra quelques-uns des titres les plus célèbres de la chanteuse. Et un de ces 10 titres très peu connus de Barbara s'intitule Paris 15 août. Paris au mois d'août de René Fallet, repris en chanson par Charles Aznavour, et Barbara, la même année en 1964, compose Paris 15 août. Et c'est l'histoire d'une maîtresse qui, pendant que le mari va en Espagne avec son épouse, avec sa légitime, elle dit qu'elle va prendre ses aises. On retrouve le féminisme évidemment de Barbara en tant qu'amante qui ne veut pas avoir la vertu des femmes de marin, mais on retrouve la même thématique, c'est-à-dire les Français partent à l'étranger et ils partent en Espagne pour leurs vacances. Vous voyez que ça rentre comme une espèce de toile de fond de la chanson, comme une pratique courante à cette époque-là.
Elle a humour, parce que évidemment, elle va seulement se réconforter dans une province française, même si elle est balnéaire ou même si elle est à côté du littoral atlantique, c'est la Bretagne, alors que le mari, avec son épouse légitime et ses enfants, lui, est parti en Espagne. Et la chanson le dit, hein, moi aussi, j'aurai mon tour d'Espagne, ou nous attendons tous notre tour d'Espagne. On est vraiment donc dans une société française qui, la chanson s'en fait le reflet dans sa toile de fond, attend son bain multiculturel ou attend son bain multilinguistique. Une autre chanson du même album de Barbara va rénover le cliché, et là on va bien entendre le cliché italien, mais j'aimerais d'abord évoquer avec vous ce qu'est un cliché. Tant qu'une partie de la population n'a pas usé une vérité neuve, elle est une vérité neuve. On parlera de cliché lorsque cette vérité sera suffisamment connue et répandue par la population et l'usure du temps qui passe pour ne plus apparaître comme originale et paraître à ce moment-là sans nuance, convenue, presque fausse, tant elle devient autoritaire et abusive. L'idée neuve, quand elle s'est imposée, elle devient un cliché, mais pas pour tout le monde. La notion de cliché, de stéréotype, est donc extrêmement relative et à prendre avec une grande prudence. Il faut donc toujours se méfier de ce que nous appelons un cliché, de notre point de vue érudit, connaisseur et contemporain. La chanson populaire utilise donc le cliché parce qu'elle est un genre qui doit aller vite et doit surtout se mettre immédiatement et dès la première écoute en symbiose avec son auditoire. Donc, quoi de mieux que d'utiliser une idée, voire une expression stéréotypée, convenue, qui entre déjà dans l'intelligence du récepteur pour être immédiatement admise et qu'elle ne soit pas un frein à l'écoute et à la compréhension immédiate de la chanson. La vision donc de l'Italie que propose Barbara dans une autre chanson de l'album 1964 caractérise justement cette urgence de comprendre le stéréotype immédiat. Et pour marquer ici le besoin de partir et le besoin de quitter Paris, le besoin de quitter la France avec
l'amant avec le destinataire dont on était pris, celui qu'elle invoque dans la chanson, et vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs destinataires, plusieurs allocutaires dans la chanson auxquels on s'adresse. Une chanson donc, qui s'appelle Gare de Lyon et qui va évoquer les stéréotypes italiens, d'où est extrait le vers dont j'avais donné à ma communication le titre. Peu importe la géographie, tout y passe. Capri-la-Belle, le Pont des Soupirs et Vérone et Roméo. Donc on voit que comme si on était dans la boutique près d'un monument italien où on voit indépendamment de la géographie tous les monuments italiens comme breloques sur des pendentifs ou accrochés à des porte-clés. Eh bien tout y passe. Mais ce qui pour nous paraît de véritables poncifs et utilisé presque avec une espèce de second degré pour Barbara, réalisons que pour, à ce moment-là, certainement 90% de la population, ce sont des clichés qui font rêver. Ce sont des éléments, le Pont des Soupirs, Roméo, Vérone, Capri, ce sont des éléments qui font rêver. Et ce sont ces éléments-là, exactement les mêmes, que justement utilisera dans la même année, en 1964 encore, Charles Aznavour dans une chanson que c'est Triste Venise. Évidemment, le stéréotype est retourné, parce que ce que veut dire justement dans Que c'est Triste Venise, Charles Aznavour, c'est que effectivement, au moment des amours mortes, ou Hervé Villard dans Capri c'est fini en 1965, c'est que lorsque les amours sont naufragés, eh bien évidemment, la vie d'italienne, que ce soit Capri ou Venise, ne va pas sauver du naufrage sentimental. Mais Barbara est dans une toute autre perspective. Elle est à Paris, au sud, gare de Lyon, et elle veut partir pour l'étranger. Et à ce moment-là, ces éléments extérieurs et exotiques font rêver la population. Mais il va rester il ne va rester finalement que ce squelette stéréotypique à l'intérieur de la chanson, et ce qui on s'étonne aujourd'hui que des paroliers aussi exigeants que Aznavour et Barbara n'aient pas eu l'intelligence de contourner le stéréotype. Mais prenons-le avec relativisme, ce stéréotype-là était un moyen justement de constituer l'idéal de la société française de l'époque.
Décalage, pardon, et avant d'arriver au Rital de 1985, la dernière étape qu'on voudrait montrer, ce serait les années 70. Et que vont faire les années 70 ? Eh bien, le stéréotype est usé, justement. Et il va y avoir un retournement du stéréotype qui est « je n'ai plus envie d'aller en Italie » ou « je n'ai plus envie d'aller en Espagne dans les gondoles avec les gondoliers, etc. » Et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on va avoir Sheila et Ringo qui, dans la plus populaire des chansons, c'est-à-dire que vraiment, on veut concurrencer le duo Stone et Chardin, qui est un duo installé. Sheila va épouser Ringo, Ringo vont épouser Sheila. Ils ne trouvent rien de mieux que pour faire le méga tube juste avant leur mariage, de trouver cette chanson, une chanson aussi stupide qui puisse exister, qui est « Laisse les gondoles à Venise ». Je ne vous ferai pas l'outrage de vous la faire écouter, mais voilà, il y a des gens qui entonnent tellement ils ont été bercés par cette chanson-là sur leur petit électrophone quand ils avaient 5 à 10 ans. Voilà le texte, donc c'est une chanson de 1973. « Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Tu es venu me chercher tout à l'heure pour aller au cinéma. On a oublié le temps et l'heure, il est minuit déjà. Il fait moins 2, dehors les grêlons frappent sur les carreaux. On va se faire des œufs au jambon, du pain grillé, du café chaud. » Imaginez le texte, quand même. Évidemment, le refrain, laisse les gondoles à Venise, les printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Donc, vous voyez combien l'exotisme va un petit peu plus loin maintenant que la seule ville vénitienne. Mets-nous un peu de musique et prends ma main, on est si bien. Les sons Capri aux touristes, les lunes de miel aux artistes. Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Le réveil vient de sonner et déjà, il faut bien se quitter. À ce soir, mon amour, on ira, peut-être bien au cinéma. Donc, le cinéma devient l'artifice ou devient le moyen de contourner cette impossibilité d'aller à l'extérieur. Donc, les Français sont romantiques quand même. Puisque je ne peux plus aller en Italie, je n'ai pas les moyens, il faut travailler, le lundi au soleil serait tellement agréable, le lundi serait tellement agréable au soleil, mais il faut rester dans la grisaille parisienne et il faut bien aller au turbin. À ce moment-là, eh bien, l'amoureux romantique parisien, français, redevient celui qui, dans le microcosme de l'appartement parisien, peut compenser le séjour italien. Et donc le stéréotype ici est contourné. C'est la même chose que ce que fera, avec un peu plus de beauté, et c'est ce texte-là qu'on écoutera en 1977, pour finir cette historique des mélanges interculturels entre l'Italie et la France dans la chanson des années 60-70, dans une chanson de Serge Reggiani, lui-même d'origine italienne, évidemment. Il n'est pas parolier, il était simplement chanteur. Il a été l'amant de Barbara, et c'est bien pour ça qu'il a pu obtenir de certains paroliers comme Moustaki, qu'on lui fasse des Bian et Moustaki, qu'on lui fasse des textes. Et ici, c'est une chanson de Dabadi qui s'appelle « Venise n'est pas en Italie » et qui va se trouver ici. Vous allez voir, c'est le même contournement du stéréotype. Inutile d'aller en Italie, restons en France. Voilà, vous avez compris ce qu'on veut démontrer avec ces deux chansons, Laisse les gondoles à Venise et Venise n'est pas en Italie. C'est-à-dire que donc du coup, si on ne peut pas aller à Venise, eh bien Venise on l'a dans le cœur et on fait venir le romantisme à ce moment-là en France. Donc on est parti d'une chanson colonialiste, chauvine, hexagonale, qui ne fait pas la part belle à l'étranger, qui est en tout sauf
sauf ce que l'on conçoit aujourd'hui, hein. La chanson conviviale, anticommunautaire qui passe, on voit bien que ça n'est pas ça du tout au départ que la chanson elle est faite pour être chantée dans le cercle des mêmes, dans le cercle des personnes qui ont le même travail, le même souci, la même nationalité, le même horizon, le même paysage. Et puis progressivement, évidemment, la société évolue et la chanson rend compte de ces sociétés. L'autre n'est plus un étranger, les ACI des années 50. Les stéréotypes italiens font rêver tant qu'ils ne sont pas encore de véritables stéréotypes. Ces stéréotypes étant devenus, au cours des années 70, de véritables stéréotypes, à ce moment-là, il faut déjouer cette espèce de piège de l'attirance souveraine de l'Italie, et on la retrouve en France. À partir des années 80, évidemment, la gauche arrive au pouvoir, et ça devient une autre paire de manches, et Claude Barzotti pourra chanter en tant qu'Italien une chanson comme le Rital, et rencontrer un véritable succès. C'est tout. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante aujourd'hui est Flavia Gervasi, qui est à l'initiative de cet après-midi d'études. Flavia est professeure de sociomusicologie à l'Université de Montréal et en résidence ici à l'IMERA pour l'année 2016-2017. Tu vas nous présenter une conférence intitulée Ontologie au pluriel et épistémologie au pluriel de la world music. Quel statut pour la chanson? C'est pas nécessaire, je crois. Non? Je pense que c'est juste le son, ça va se suffire. Ça ici. Pardon. Alors, je vais aborder un peu la question de la relation entre la world music et la chanson à partir d'un autre point de vue qui est le mien en tant qu'anthropologue de la musique. Donc, je vais réfléchir sur les ontologies et les épistémologies de la world music pour utiliser le vocabulaire cher à Philippe Bollmann et essayer de voir quel est le statut de la chanson en raisonnant de cette manière. Je commencerai en disant qu'en 1996, l'ethnomusicologue britannique Trevor Wiggins écrit sur le numéro des cahiers d'ethnomusicologie consacré aux nouveaux enjeux, et c'est le titre du volume, de la discipline ethnomusicologique. Donc, ils écrivaient, je le cite, « Depuis 1990, l'écart entre les musiciens occidentaux qui utilisent ou exploitent les idées venues d'ailleurs et les musiciens étrangers qui accèdent à la scène musicale de l'Occident subsiste, mais se réduit peut-être. » Fin de la citation. Cela signifie, très banalement, que d'une part, les musiciens occidentaux, tout en continuant à faire leur musique et à la diffuser selon leurs propres circuits commerciaux de distribution, se laissent fasciner par des sonorités dites autres ou bien exotiques, et que d'autre part, les musiciens d'ailleurs commencent à jouer un peu à la manière des Occidentaux afin de vouloir distribuer leur tradition musicale dans les circuits commerciaux des Occidentaux. Ainsi, où se trouve la limite entre les musiques anciennement dites traditionnelles ou bien ethniques
ou bien de tradition orale, et la popular music, ça veut dire la musique des Occidentaux. Le seul fait qu'aujourd'hui on se sent un peu vieille école si l'on parle de musique traditionnelle, de musique ethnique, de musique de tradition orale, cela veut dire que le degré d'hybridité, de mélange, de contact entre tradition, culture, contexte, médiateur, circuit de distribution des musiques nous oblige à considérer comme étant désormais obsolètes et surtout inadéquates des visions rigides, manichéennes, qui divisent les musiques entre catégories dichotomiques et opposées. Mais je m'interroge si les frontières entre les catégories s'estompent et les catégories elles-mêmes deviennent des zones poreuses. Est-il vraiment porteur sur le plan heuristique de se confiner dans la position d'un opposé et d'évacuer le problème affirmant que toute musique est musique du monde? Il me semble qu'aucune de ces deux positions, celle qui oppose une catégorie à l'autre ou celle qui dit toute musique est musique du monde, ne tienne suffisamment compte de la complexité de la réalité. La première question qu'on doit se poser est alors, la catégorie world music est-elle encore opératoire aujourd'hui? Et encore, est-elle opératoire lorsqu'on s'intéresse à la chanson? Mais plus que répondre avec un oui ou un non, il est beaucoup plus intéressant, à mon avis, sur le plan heuristique, de se demander comment elle est opératoire. Je pars du présupposé que si la catégorie est apparue il y a presque une trentaine d'années, elle mérite d'être interrogée et non pas simplement évaluée sur la base de sa pertinence et de son existence, avec une considération du genre, je reviens, toute musique est musique du monde. Je commencerai d'un point de vue un peu plus historique avec quelques données et aussi des simples dates. 1982, on est en Angleterre, c'est l'année du premier festival qui s'appelle WOMAD, avec des artistes considérés comme appartenant au domaine du rock et de la pop music, tels que Peter Gabriel, David Byrne, et des musiciens africains, indiens, jamaïcains ou balinais qui jouent ensemble. Dans les années 80, l'expression se répand, l'expression world music se répand, devient l'objet de campagnes de promotion commerciale, s'imprime de plus en plus sur les pochettes de disques. 1992, un Grammy Award au World Music est créé. 1994, à Berlin se tient le premier WOMEX, qui est la foire internationale des musiques du monde, de la world music. Alors, comme Denis Constant-Martin nous le rappelle, je le cite, musique du monde, world music, sono mondiale, world beat, ces mots sont apparus depuis moins d'une dizaine d'années. Il écrit cela en 1996. Il faut d'abord les voir ainsi. Des mots sur des musiques, supposés désigner des catégories pour les distinguer d'autres. Fin de la citation. En continuant, il nous fait remarquer, si l'on examine plus attentivement le fonctionnement de ces expressions, on s'aperçoit qu'elles opèrent par exclusion. Les musiques du monde, c'est ceux qui n'appartiennent pas au champ repéré de la musique classique occidentale, y compris celle qui est dite contemporaine. Des variétés avec le rock, les pop music, etc. et du jazz. Il s'agit, c'est moi qui parle, d'une considération sur la définition de cette catégorie qui, bien sûr, elle mérite d'être nuancée, mais elle constitue quand même un point de départ important quant au positionnement par rapport à la question de quelle musique l'on parle, ou parle-t-on. Or, si la première conclusion de Denis Constant-Martin part d'une définition négative, il en propose également une positive. Négative dans le sens, il définit le world music à partir de ce qu'elles ne sont pas.
Le monde de ces musiques du monde, entre guillemets, est donc en même temps distinctif. L'Occident s'y voit assigner une place séparée et cumulatif, dans le sens, elles doivent s'y retrouver et s'y fondre par-delà les barrières, cet Occident et le reste du monde. Dans la définition de cette catégorie, ce qui commence à acquérir une place de choix, c'est la dimension symbolique de ces musiques. Je cite encore Denis Constant-Martin. De ce point de vue, les musiques du monde sont plus qu'une musique de mode, elles dessinent des pratiques de conception et de production musicale qui opèrent comme un révélateur de manière de représenter le monde et de le reconstruire dans l'imaginaire, voire même de tentatives de le changer dans la réalité. C'est pourquoi la considération que toute musique est musique du monde est, à mon avis, très réductrice et ne tient pas en compte des dimensions historiques et anthropologiques de cette catégorie. Historiquement, à l'origine de la world music se trouvent des hommes associés au rock européen et américain, comme Peter Gabriel, Brian Jones, Paul Simon. Ils sont fascinés par des musiques étranges, jouées ailleurs, et retenons le qualificatif étrange et l'adverbe ailleurs. Leur intention est celle de diffuser et faire connaître ces musiques étranges et d'ailleurs. Pour ce faire, ils utilisent leur expérience de show business, des stratégies de commercialisation et des techniques d'enregistrement. Leurs finalités sont multiples. D'abord, accroître leur plaisir artistique, qui est tout à fait légitime, renouveler leur production musicale, mais aussi faire profiter des musiciens méconnus de leur célébrité. Ils vont en fait jouer et enregistrer avec certains de ces hommes et de ces femmes venus d'ailleurs. Pensons aussi, par exemple, au grand succès du label créé par Peter Gabriel, qui est le Real World. Pour conclure cette première partie concernant la définition de la catégorie World Music, on pourrait affirmer que cette première lecture, très sommaire, des mots musique du monde, fait au moins ressortir que si derrière eux se profilent des stratégies commerciales, on ne saurait les réduire à n'être que cela. Mais revenons sur les deux termes que j'évoquais tout à l'heure, étrange et ailleurs. Du point de vue anthropologique, à l'origine de toute création d'une catégorie de world music, il y a une sensation. Et c'est la sensation d'étrangeté qui génère stupeur. Pour qu'une musique puisse être qualifiée de world music, elle doit sonner étrange, car elle vient d'ailleurs. Un ailleurs géographique, culturel, social, linguistique, musical. Puis, historiquement et culturellement, ce que la world music a opéré est un rapprochement de ce qui sonne étrange et d'ailleurs. Pour le dire avec les mots de Denis Constant-Martin encore, la world music a mis le loin, l'insoupçonné à portée d'oreille. Elle a mélangé les genres et les publics, mais pour y parvenir, elle a commercialisé les traditions, elle a technicisé l'oralité, elle a rentabilisé les envies d'ailleurs sonores. C'est exactement à ce moment que la frontière entre world music et popular music devient plus flou. Mais ce passage est-il suffisant pour justifier une superposition entre les deux catégories et par conséquent pour admettre la pertinence de la considération que toute musique est au final musique du monde et que toute chanson est au final musique du monde? L'élément de la stupeur reste à mon avis essentiel pour garder une distinction. Donnons quelques éléments constitutifs sur lesquels la distinction peut s'appuyer. D'abord, la langue, qui est souvent une langue autre et minoritaire surtout, et qui par ailleurs influence sensiblement la manière de chanter et de faire de la musique. Le système musical autre, les instruments traditionnels, le timbre vocal et surtout le mélange de tous ces éléments. Cependant,
malgré l'homologation, il doit rester une distance percevable au niveau sonore, celle qui est à la base du sentiment de stupeur, pour qu'on puisse parler de world music. Alors, par exemple, je vous fais écouter cette chanson que tout le monde probablement connaît. J'espère que la publicité ne va pas partir. A girl, or should I say, she was a dream. She showed me her room, isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Out on the road, biding my time, drinking the wine. We talked until 2, and then she said, it's time for bed. Et je m'arrête, c'est pas par hasard, sur ces notes de sitar. Alors, est-ce que ces notes de sitar jouées par George Harrison en Norwegian Wood des Beatles sont-elles suffisantes pour dire que cette chanson est une chanson de world music? Et sinon, qu'est-ce qui fait la différence, la distinction? Alors, pour répondre à cette question, je prends en considération un aspect essentiel des musiques du monde qui concerne par extension la chanson. Une des premières choses que l'on apprend en étudiant les musiques du monde est que le terme musique possède des significations différentes en différentes parties du monde. Premier cours d'ethnomusicologie, je pense au moins dans toute l'Europe. Il peut arriver que ce que nous qualifions de musique ne l'est pas pour d'autres cultures et sociétés. La même chose vaut pour la chanson. Pour répondre donc à la question posée plus haut, il faut prendre en compte les différents statuts épistémologiques et ontologiques de la musique et d'une chanson, comme le préconise Philippe Bollmann. En reprenant ces mots, l'épistémologie de la world music est la capacité de la world music d'être un pan de la culture, considérée dans son ensemble, et donc d'acquérir une signification par rapport à d'autres activités, par exemple les musiques fonctionnelles, très chères aux ethnomusicologues. Du point de vue interculturel, la musique est souvent alimentée par une signification, par exemple religieuse. Elle est véhicule pour faire parler la divinité, délimiter le temps d'un rituel, même les espaces, être un élément décoratif d'un rituel religieux, être un offre pour la divinité. Mais la musique peut être aussi reliée à la nourriture, à sa production, à la sexualité, au travail. Toutes ces relations nous révèlent les qualités épistémologiques de la musique. Cette manière de réfléchir sur le rapport entre musique et les autres pans de la culture nous révèle quelque chose de son épistémologie. Quant à l'ontologie de la world music, elle se révèle plus facilement, au moins au premier regard, dans le texte de la pratique musicale. Le questionnement ontologique est le suivant. Qu'est-ce qu'une musique? Qu'est-ce qu'une chanson? Un des plus importants musicologues travaillant sur la popular music, Franco Fabri, a tenté de donner une réponse dans un article contenu dans l'encyclopédie de la musique dirigée par Jean-Jacques Nattier. La question est simple, mais la réponse est complexe. Et la réponse se complexifie davantage lorsqu'on veut définir la chanson aussi pour ce qu'elle est dans les autres cultures, non pas seulement dans la nôtre. Le décalage culturel pose effectivement un problème, car s'il est vrai que l'on peut au moins tenter de donner une réponse sur le plan ontologique,
qui concerne la facture donc de l'objet sonore, cette réponse reste partielle et culturellement inexacte sur le plan épistémologique. Par exemple, ce que Franco Fabbri tente de faire est de dire ce qui caractérise toujours la chanson est sa répétitivité, mais bien avant, de ses structures et de ses éléments. Mais bien avant, il avait même dit ce qui caractérise la chanson, c'est aussi le fait qu'elle est une production courte. Mais lui-même, au moment où il se confronte avec, par exemple, une chanson de Kalsoum, il se dit, parce qu'il veut élargir la définition de chanson à n'importe quelle culture, il se trouve déjà vis-à-vis d'une exception. Et donc, la conception ontologique occidentale privilégie la facture d'une musique, le côté de la systématique musicale, par exemple l'organisation des auteurs par rapport à un système spécifique. C'est un peu le piège dans lequel Franco Fabbri lui-même tombe lorsqu'il tente de proposer une définition universelle de la chanson. Son approche se limite à l'ontologie d'une chanson sans en prendre en compte son épistémologie au sens de Bollmann. La recherche d'une signification de la musique dans la musique elle-même nous conduirait à des réponses incomplètes sur cette musique ou bien à enfausser l'ontologie. Bollmann nous donne un exemple très efficace lorsqu'il se demande en gros si nous soutenons que la lecture du Coran est une musique parce qu'elle utilise des modes, des maqams, avons-nous considéré la véritable ontologie de cette pratique, comme nous le savons, qui pratique la lecture du Coran, même s'il fait à nos oreilles de la musique, il ne le considère pas du tout de la musique, un acte musical. Le cas le plus extrême de complexité ontologique de la world music sont ceux qui ne possèdent pas un équivalent de notre concept de musique. Le même discours vaut par extension pour tout objet musical devenu chanson dans les contextes contemporains de la world music, mais qui ne l'était pas auparavant. Ainsi, pour commencer à formaliser quelques tentatives de réponse à la question si toute musique est musique du monde et si world et pop, on peut désormais les superposer, cette dimension épistémologique et contextuelle qui caractérise la world music, on peut dire qu'elle est absente de la popular music, ou presque absente. La recherche d'ontologie et d'épistémologie commune entre musique world et pop peut conduire au constat des différences, qui est ce qui nous intéresse continuer à faire émerger dans une étude comparative de ces deux catégories musicales, ou au moins c'est ce qui m'intéresse personnellement, mettre en évidence les différences. Mais comment la musique traditionnelle devient-elle world music ? Une fois qu'elle entre en circulation, perd-elle les caractéristiques qui lui sont propres ? Le cas de la musique salentine au sud de l'Italie, qui est un peu mon objet d'étude, peut bien répondre à ces genres de questions, tout comme d'autres répertoires tels que la musique celtique, par exemple. Alors, cette musique, la musique salentine du sud de l'Italie, est très connue et très jouée maintenant. Son succès est construit sur la capacité que cette musique possède de garder ses racines folkloriques. Le mélange entre histoire et mythe dans cette musique est très fort. Le mythe de la Taranta est devenu le parcours historique et anthropologique le plus direct pour faire rentrer cette musique dans les circuits internationaux de la world music. Elle se fonde sur la mise en scène du mythe d'elle-même, un mythe qui tire son origine de la façon à travers laquelle l'histoire de cette musique a été construite. Sur la base d'une tradition anthropologique liée au rituel thérapeutique du tarantisme, et puis dans ces territoires où se trouveraient donc les populations salentines qui ont toujours pratiqué ce rituel. Les reconstitutions historiques posent l'accent sur une idée d'unité. Par exemple, l'unité de la langue, non seulement le dialecte, mais aussi une langue hellénophone qui est parlée juste dans cette enclave au cœur de la région des Pouilles, mais aussi cette idée de la tradition thérapeutique, mais également la danse et enfin la géographie. Les Salentins ont eu recours, comme donc, je disais tout à l'heure, par exemple, à des textes en griko,
Ils sont les seuls à parler cette langue. Ce n'est pas essentiel de comprendre ces textes, mais de savoir qu'il s'agit de la langue qui fournit un contexte narratif aux mythologies qui alimentent la musique salentine. Les instruments de musique peuvent fournir un symbole de l'unité de la musique salentine, par exemple le tambourin et le violon. Enfin, on a élaboré une esthétique de la musique salentine en donnant de l'emphase à des aspects comme l'authenticité, et cela se fait surtout par le style vocal. La connexion entre la dimension locale, par exemple les fêtes, religieuses ou non religieuses, et les lieux de production musicale dans les circuits de la world music, qui sont des festivals et les foires internationales, contribuent énormément à redéfinir la musique traditionnelle salentine comme world music. L'histoire de ce répertoire a été caractérisée par des phases d'hybridation et de revivalisme dans lesquelles les Salentins ont expérimenté et redécouvert continuellement l'authenticité tout en restant attachés à un noyau indiscutablement salentin, celui qu'à l'écoute d'une chanson salentine engendre encore du stupeur pour les oreilles d'un non-salentin. Et je vous propose un extrait sonore. Balla, 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 bella mia che sai ballare, balla bella mia che sai ballare, e caduto ballo, caduto ballo, caduto ballo decore bene. Pulianna e puliate donno baio alla scoperta, a puliate donno baio alla scoperta, a su limitare nani na, su limitare della porta. Nina, 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 bella l'amore ci lo sape fa. Nina, 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 bella l'amore ci lo sape fa. E fa bene bella mia, fa bene tante, fa bene bella mia, fa bene tante. E una de pazzo ieuca, una de pazzo ieuca, una de pazzo ieu vale per tutte. Nina, 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 bella l'amore ci lo sape fa. Nina, 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 bella l'amore ci lo sape fa. Cantauccio mia casa cantare, e cantauccio mia casa cantare, a questo ballo na na ni na na, questo ballo della prima amore, la prima amore, la prima amore, a questo ballo della prima amore na. Amame bete no me abbandonare, e amame bete no me abbandonare, e che Gesù sempre do, e che Gesù sempre do, e Gesù sempre do, no cominciare, no cominciare, no cominciare, che Gesù sempre do, no cominciare na. Alors, c'est bien un exemple très frappant de hybridation, contamination musicale, mais bien ancrée dans une tradition. Et donc,
Pour finir, je dirais que la rencontre avec des musiques inconnues à cause de leur distance culturelle engendre un changement profond dans la manière de percevoir, de vivre et de concevoir ces musiques. Je pourrais donc conclure en disant qu'une affirmation comme celle qui veut que toute musique est musique du monde n'est pas souhaitable sur le plan heuristique. Nous ne pouvons pas négliger que la world music existe comme l'effet que des musiques étranges ont eu sur un observateur occidental. Pensons encore une fois à Peter Gabriel ou à Paul Simon et à d'autres. Et que c'est leur regard qui les a transformés en world music. Pourtant, à l'origine, ces musiques disposaient d'une ontologie et d'une épistémologie propre qui engendrent un sentiment de stupeur. Jusqu'à quand il y aura ce sentiment de stupeur, je pense que la catégorie de world music restera toujours opératoire. Merci de votre attention.